Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de parole. Comme toutes les semaines, nous sommes ensemble pour 1 heure pour traiter d'une question d'actualité. Et alors avant d'entamer cette émission, juste une petite alerte info pour les Nancéens et les habitants de la métropole. Cet après-midi, donc ce mardi à 16h30, l'association pour le droit à mourir dans la dignité organise dans le cadre du grand débat national un débat à la MJC des Trois Maisons, donc rue Fontenoy, sur le thème de la fin de vie, un choix, un droit, une liberté. Voilà, alors rendez-vous-y nombreux, c'est donc ce mardi à 16h30 à la MJC des Trois Maisons. Alors nous allons maintenant immédiatement aborder le thème de notre émission, puisque je suis bien entouré ce matin avec 3 libres penseurs, et ce sera le thème de cette émission, la libre pensée. Alors certains en ont sans doute entendu parler, et bien nous allons découvrir un petit peu l'histoire de cette association, son action, ses valeurs, et parler un peu de l'actualité, parce que la question de la laïcité est une question qui anime depuis des années maintenant le débat public et qui, je pense, animera encore longtemps ce débat, tant les polémiques sont nombreuses. Petit tour de table peut-être pour vous présenter. Alors je suis en compagnie de Jean-Claude Couturier. Bonjour Jean-Claude. Salut Pierre. Bon Jean-Claude, inutile de te présenter, je pense que tu es ici chez toi, tu es à la maison. Voilà, disons ça comme ça, oui. Donc c'est Jean-Claude, donc Charles-Henri, donc qui est adhérent de la Libre Pensée 54. Bonjour. Bonjour Charles. Et Huguette, qui est toute nerveuse de participer à cette émission. Et qui est adhérente aussi. Et qui est adhérente aussi, et trésorière donc de l'association. Oui, aussi, voilà. Alors il faut bien parler bien en face du micro, bien proche du micro, sinon nos auditeurs n'entendent pas. Ce qui serait bien dommage. Et puis on a Claude Burlet qui devrait nous rejoindre. Il est un tout petit peu en retard, mais je pense qu'il ne va pas tarder. Bon, il nous rejoindra en cours d'émission. Voilà. On va commencer sans lui. Alors la première question, j'ai envie de dire, c'est la question la plus évidente et la plus simple. Qu'est-ce que la Libre Pensée ? Qu'est-ce que c'est que cette association ? Peut-être déjà faire une petite présentation succincte et puis on rentrera un peu plus dans le détail. Qui veut s'y coller ? Oh, écoute, je veux bien en dire quelques mots. Allez, tu démarres. Tu laisses la parole un peu aux autres aussi. Parce qu'on commence à te connaître un peu, Jean-Claude. Je leur ai même dit que c'était eux, pour l'essentiel, qui allaient parler. Parce que, moi, je suis certes adhérent de la Libre Pensée, c'est pas d'hier. Mais Huguette et Charles sont beaucoup plus au fait des combats qui sont menés à l'heure actuelle. Parfait. Simplement 2 mots sur la Libre Pensée. L'histoire de la Libre Pensée, plus encore que l'histoire de l'association elle-même, c'est une vieille institution. Quand on pense Libre Pensée, on a l'impression que ça remonte à la loi de 1905. C'est pas du tout ça. Il faut remonter bien avant, carrément à Philippe le Bel, puisque c'est le début du gallicanisme. Oui. Et puis, on a une première séparation des églises et de l'État. C'est Claude Burlet qui nous appelle. Au moment de la Révolution française. Voilà. Et puis, cette séparation de l'Église et de l'État, qui était quand même assez radicale, d'ailleurs avait fâché beaucoup l'Église, puisqu'il y avait eu aussi la vente des biens de l'Église, elle va être remise en cause, pour être très rapide, elle va être remise en cause avec le Concordat napoléonien, qui va effacer cette loi, qui était une loi fondamentale. Et puis, on ira progressivement vers la loi de 1905, mais elle ne vient pas comme ça d'un seul coup, comme un cheveu sur la soupe. Il y a des combats longs qui sont menés tout au cours du 19e siècle. Pour ceux que ça intéresse en ce qui concerne l'histoire, rappelez-vous les joutes oratoires entre Victor Hugo et Montalembert, par exemple. Et on va aboutir avec le grand mouvement de laïcisation, disons même aussi de déchristianisation de la société. On va aboutir en 1905, après bien des débats, à une loi. Il faut aussi savoir que cette loi, on y reviendra après, mais cette loi, c'est pas la loi la plus radicale qui était proposée. La loi la plus radicale, c'était le petit Père Combe. Et il se trouve que c'est Briand qui a porté qui a été projet, rapporteur du projet. Ouais. Et qui a porté un projet plus tolérant, peut-être, on peut dire ça comme ça. Et puis on peut dire que Ferdinand Buisson avait préparé le dossier. Bien sûr. Et que finalement, c'était un protestant qui... président de l'association de la Libre Pensée, il faut quand même le dire. Bien sûr, les libres penseurs sont complètement investis préparé tous les dossiers dans cette affaire-là. Voilà. Je crois que c'est pour l'essentiel. On a bien sûr une association La Libre Pensée qui est animée par des gens de toutes tendances. C'est vraiment, j'allais dire, transculturel,
ça transcende les partis politiques aussi. Il y a des gens qui viennent de tous horizons, qui sont à la libre pensée. Eh ben, les grands principes de la libre pensée, c'est d'ailleurs ceux qui sont définis et par la loi de 1905 et par le triptyque révolutionnaire liberté, égalité, fraternité. Et les droits de l'homme. Et les droits de l'homme. Si on voulait dire les choses rapidement, ça serait ça. Voilà. Alors, est-ce que vous diriez que la libre pensée, c'est une doctrine ou est-ce que c'est plutôt une méthode, une façon d'appréhender la vie en société? Ou est-ce que justement on peut opposer doctrine et libre pensée finalement? C'est pas une doctrine, c'est pas un dogme. C'est pas un dogme, On est sûr de ce que ce ne sait pas. De ce que c'est. Alors, comment on pourrait le définir? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est, ou plutôt, ou à l'inverse, un mouvement qui s'oppose aux idéologies et au dogmatisme? Comment le définir, cette libre pensée? Alors ça, pour s'opposer au dogmatisme, c'est bien clairement le projet de la libre pensée. Dans le titre même, libre pensée, c'est-à-dire qu'on considère que chacun a le droit de penser librement. Il a le droit de croire. Il a le droit de ne pas croire. Il a le droit d'avoir des idées philosophiques différentes de son voisin. C'est vraiment une position de tolérance absolue et qui est d'ailleurs bien traduite par cette loi de 1905 dont on parlera. Oui. Ce n'est pas une idéologie, c'est la liberté justement individuelle de penser, de s'exprimer, de suivre un culte si on veut, enfin voilà. Ou de n'en pas suivre. Ou de n'en pas suivre. Oui. Alors la libre pensée, c'est souvent ingéré dans le débat public et a exprimé sa position sur de nombreux points. J'aimerais qu'on parle un petit peu, pour définir un petit peu ce qu'est cette association. Est-ce que vous diriez que c'est une association qui assume un athéisme militant ou de l'agnosticisme ou est-ce que vous vous situez sur un rapport plus juridique sur la définition même de ce qu'est la laïcité basée sur la loi 1905 en prenant la séparation de l'Église et de l'État. Parce que c'est pas toujours extrêmement clair quand différents intervenants de la libre pensée s'expriment publiquement. On sent quand même chez certains une volonté et peut-être que c'est dans la continuité historique d'ailleurs de la loi de 1905, parce qu'on sait que la laïcité à la française a quand même des origines très anticléricales. Alors est-ce qu'on retrouve ça dans la libre pensée? Au risque de trahir ce que j'ai dit tout à l'heure, deux mots parce que c'est important. Un jour, j'ai découvert, en écoutant une conférence de Lalouette, je ne sais plus comment c'est, Jacqueline Lalouette, je crois, qui a fait un bouquin fabuleux sur la libre pensée. J'ai découvert ou reconnu une tendance de la libre pensée dont j'avais fait la découverte quelque temps avant. C'est très amusant et très étonnant même, il y a des libres penseurs déistes. Et c'est parce que j'étais tombé sur des textes d'un libre penseur déiste que je m'étais posé la question. Je me disais, voilà un type qui est anticlérical, qui bouffe du curé tous les jours, mais il défend l'idée de Dieu. Alors c'est des déistes. Donc on voit bien que l'athéisme, pourquoi pas, il y a de nombreux athées, enfin moi je me revendique comme athée, il y a des agnostiques, mais il y a aussi, alors ça c'est très important de le dire, il y a aussi des gens qui sont des catholiques, par exemple des protestants, etc., qui sont libres penseurs. Ça c'est clair et c'est très important. Alors, il y a une différence entre athéisme et anticléricalisme. Tout à fait. Voilà. Donc c'est ça le problème. C'est bien défini dans la loi. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Dans une résumé, là, tout est dit pour moi. Après, le débat, et si on veut développer un débat sur l'anticléricalisme, il existe. On nous a appelé longtemps les bouffeurs de curés, c'est vrai, mais c'est pas parce que l'Église était toute puissante à une époque. Et c'est elle qui faisait les rois, il ne faut pas l'oublier. Et qu'elle veut encore revenir à certaines... Même maintenant, je ne dis pas qu'il y a des revanchards de 1789, mais un peu quand même. Alors, et pour résumer aussi la libre pensée par Victor Hugo, la plus simple de la libre pensée, c'est Victor Hugo qui l'a résumé, c'est l'Église chez elle, l'État chez lui. Après, tous les débats qui font que nous amène la libre pensée sur les problèmes actuels est complètement faussé parce que le débat, c'est ça. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire et l'État chez lui, l'Église chez elle. Mais pas l'Église catholique, toutes les églises. Toutes les églises. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un débat qui
qui anime quand même le débat public. On sent qu'il y a un point de crispation sur la définition même de la laïcité, puisque chacun a sa définition de la laïcité. Alors comment on pourrait la définir ? Quelle est votre vision de la laïcité ? Et est-ce qu'on est là sur un rapport uniquement de séparation de l'Église et des Églises et de l'État ? Ou est-ce que la laïcité peut être envisagée de façon beaucoup plus large et doit englober l'espace public ? C'est toute la question sur l'expression de la religion dans l'espace public, ou est-ce qu'il faut que le religieux, le phénomène religieux, reste quelque chose du domaine du privé ? Voilà, comment vous vous positionnez sur ces différentes tendances ? Et c'est là d'ailleurs, je finis juste, c'est vrai que c'est une définition de la laïcité que par exemple les anglo-saxons ne comprennent pas, cette laïcité à la française, qui a bien cette spécificité à la française, alors peut-être qu'on pourra en revenir dessus, mais on voit bien que la laïcité finalement devrait s'envisager au pluriel, et en tout cas chacun y va de sa propre conception. Alors comment vous... Je crois que le solide, c'est la loi de 1905, pas forcément plus, mais... pas moins, exactement, la loi de 1905, c'est ça qui est la force, me semble-t-il, de la laïcité et qui donne la mesure à garder. Alors, oui. Le problème, c'est qu'on veut habiller la laïcité à d'autres adjectifs. Elle ne s'habille de rien d'autre, ni à la française, ni à ce qu'on veut. La laïcité, c'est vraiment la séparation du pouvoir politique et du domaine religieux. Donc le domaine religieux, dans la loi 1905, elle est bien aussi protégée. On se battra pour la liberté du culte. Oui, c'est un aspect qu'on oublie souvent de la loi de 1905. Elle est dans la loi. Elle est sur la liberté d'opinion et donc la liberté de culte. Le danger, c'est de... On se permet d'être anticlérical, on se permet de blasphémer, mais on n'empêchera jamais une personne d'avoir une croyance. L'homme a besoin de croyances. Il y en a. Nous, on a fait abstraction de la croyance religieuse. On n'est pas déiste, enfin, en ce qui me concerne. Mais le danger, justement, vient de vouloir habiller la laïcité, de vouloir lui donner des qualificatifs alors qu'elle n'en a pas besoin. La laïcité, elle s'applique. Elle s'applique notamment dans le comportement des politiques, dans les financements des lieux de culte, des lieux de culte, dans le financement des écoles privées. C'est ça la défense de la laïcité. Nous, on défend la loi de 1905 dans le texte. Mais aussi, la loi de 1905, elle a été déjà beaucoup dénaturée pour beaucoup d'autres lois. Mais ce n'est pas le sujet pour le moment. C'est définir la laïcité, c'est vraiment très simple. C'est la séparation des églises et de l'État. Donc, la religion reste c'est de la métaphysique pour nous. Il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien des bases vraiment scientifiques à ce niveau-là. Donc ça reste la métaphysique, ça reste aussi dans le questionnement de l'homme. Il veut savoir d'où il vient, où il va aller. Ça, c'est peut-être bateau ce que je dis, mais ça on ne peut pas l'empêcher. Nous, on ne l'empêchera pas. Même les scientifiques, il y a des scientifiques croyants. Bon, ça nous... c'est cette éternelle question du pourquoi qui permet toutes les hypothèses. C'est aussi, on peut être défenseur de la laïcité, quelles que soient ses pensées politiques. C'est la défense de la République, du fonctionnement de la République, voilà. Et c'est important ce point sur la République. On rappelle quand même que la laïcité a valeur constitutionnelle, donc elle fonde véritablement ce qui fait notre organisation commune et la société dans laquelle nous évoluons tous. Aujourd'hui, cette laïcité, elle est imparfaite. Disons qu'elle n'est pas appliquée dans sa totalité. Est-ce que vous diriez que justement le rôle de la laïc-pensée, c'est d'être une vigie pour ce qui pourrait lui porter atteinte, et si oui, qu'est-ce qui aujourd'hui porte atteinte à la laïcité ? Est-ce que vous diriez que c'est un combat qui reste encore à achever, ou est-ce que finalement aujourd'hui c'est une valeur communément acquise et qui n'est pas en danger ? Pardon. Non, elle est en danger. Elle est en danger depuis les lois qui permettent le financement des écoles, par exemple privées, la loi Debré, tout ça. Donc il y a le comportement des politiques qui acceptent des titres religieux. Notre président de la République, chanoine de Latran, entre autres. Donc la République, la laïcité est toujours à défendre. On n'est pas égaux en France au niveau de la laïcité et du financement des cultes, puisqu'il y a encore de concordats qui existent dans les départements d'Alsace-Moselle.
Donc il y a une grosse bagarre encore à mener au niveau de l'égalité, parce que normalement, nous on aime bien égalité, fraternité, mais on pourrait rajouter laïcité par exemple, parce que c'est vraiment important. Donc le combat existe depuis qu'on a touché les lois Pétain, qu'on touché donc il y en a beaucoup qui ont été supprimées, mais parce qu'ils sont. Mais le financement des écoles privées est une atteinte grave à la laïcité. Le financement de certaines réparations d'églises ou de monuments historiques est discutable. Sauf voilà, mais bon, ça c'est surtout le financement de l'école privée, nous coûte quand même 12 milliards par an. Tout à fait. Alors, j'en profite pour accueillir, pour accueillir un petit peu tardivement 2 autres libres penseurs. Bonjour. Alors, pourriez peut-être vous présenter rapidement, bien dans le micro. Eh bien, moi, je suis Arlette Burlet. Je suis une ancienne scientifique de l'université. J'étais chercheur en neurobiologie. Et donc, je suis libre penseur. Je suis un jeune libre penseur, contrairement à ce qu'on pourrait penser en me regardant. Mais il y a relativement peu d'années que j'appartiens à ce mouvement philosophique. Et je pense effectivement, comme vient de me dire mon collègue, que la laïcité est toujours à défendre, pour plein de raisons. Je suis Claude Burlet. Je suis un ancien professeur de biologie cellulaire à la faculté de médecine. J'ai assumé un mandat de président d'université à la fin de ma carrière et j'ai profité de ma liberté de retraité pour adhérer à la libre pensée. Eh bien, très bien, bienvenue. Merci de participer à cette émission. Donc, on est en train doucement d'envisager les contours de ce qu'est la libre pensée, notamment à travers le thème de la laïcité. Alors, c'est un thème qui nous concerne particulièrement ici, dans notre région, puisque, comme vous l'avez dit, nous sommes pour une partie de la région en régime concordataire. Est-ce que ça fait partie, d'ailleurs, des revendications de la libre pensée? Quelles actions vous menez, peut-être, pour faire changer cet état de fait? Ou de droit, plutôt. Nous avons ça à notre catalogue de revendications. Nous avons des calicots qui tournent et des banderoles pour défiler. On demande effectivement l'abrogation du concordat en Alsace-Moselle. Alors, la laïcité, on a l'impression que tout le monde en parle, tout le monde s'en revendique de cette laïcité. Mais finalement, peu osent aller faire les réformes. Justement, restons sur ce cas du concordat. Pourquoi ? Quelle opposition est-ce que vous rencontrez ? Et pourquoi est-ce que les réformes n'ont pas encore été faites ? Bien, de toute façon, le concordat, on sait très bien que c'est un engagement qui avait été fait au moment du rattachement de la Moselle, de l'Alsace-Moselle à la France, après la guerre de 14. Donc c'est un engagement, disons, politique. Mais ce qui est, je pense, ça c'est un avis personnel, je ne sais pas si mes camarades vont apprécier de la même manière, mais je pense qu'il y a dans le refus même d'envisager l'abrogation du concordat, il y a une confusion dans l'esprit des Mosellans, de nos collègues de ces régions, entre les avantages qu'ils ont tirés de la loi napoléonienne, des avantages sociaux, vous savez qu'ils n'ont pas la même sécurité sociale, etc. Ces avantages qu'on appelle les avantages de la vie courante, disons, et les aspects concordataires attachés à la vie religieuse, qui obligeaient, par exemple, à faire des cours de religion à l'école, etc., etc. Et en fait, on peut très bien dissocier ces deux aspects. Et lorsqu'on parle de l'abrogation, très, très souvent, les gens disent immédiatement « Ah, je vais perdre ma sécurité sociale et ses avantages. Je vais perdre... » Enfin, voilà, il y a une confusion entre ce qu'on appelle le droit local, qui fait partie du concordat, et l'aspect lié à la religion dans le concordat. Alors, il y a certainement d'autres aspects encore. Mais ce n'est pas un héritage napoléonien, c'est un héritage bismarckien, beaucoup plus. Oui, bien sûr, il s'agit de sécurité sociale. Il faut rappeler quand même en 2 mots pourquoi il y a eu ce concordat en Alsace-Moselle. Il se trouve que, rapidement, quand les Allemands gagnent la guerre de 1870, la France dit « Nous demandons un référendum pour que les gens puissent se prononcer, qu'ils aient la liberté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » L'Allemagne refuse, bien sûr. En 1819, les Allemands disent il faudrait faire un référendum, et les Français, pour les mêmes raisons, refusent. Mais il y a une raison simple. Les Alsaciens mosellans, à l'époque, qu'on le veuille ou non, ils ont 48 ans d'Allemagne derrière eux. Ils ne parlent plus français pour la plupart. Donc, la France
ne voulait pas courir le risque d'un référendum qui aurait pu être défavorable. Et c'est pourquoi, quand les religieux, etc., ont fait passer l'idée qu'il faudrait faire un référendum, la France a préféré assurer ses arrières, et donc on a accepté. Mais je crois que la distinction que tu fais, elle est fondamentale. Il y a effectivement les droits sociaux qui n'ont rien à voir avec ça, et puis l'aspect le religieux, et c'est de celui-là que nous on parle. Que ces gens-là aient un régime de sécurité sociale un peu plus favorable, et ils payent plus, hein, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les cotisations ne sont pas les mêmes, ça ne nous dérange pas, ça. Non, c'est évident. C'est un système qui marchait plutôt bien. Moi, j'ai connu le curé dans la salle de classe en Moselle. Effectivement, je passe pour un extraterrestre, ça voit que j'en parle autour de moi. C'est vrai qu'en Meurthe-et-Moselle, c'est pas dans les. Mais on se posait même pas la question. Hein, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est quand même encore bien ancré dans les pratiques. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais il y a encore, on le sent bien, des réticences. Des résistances culturelles locales. Alors justement, est-ce que vous avez des relais politiques pour défendre cette idée-là ? Est-ce que comment vous voyez le combat ? Nous, les relais politiques, on est liés à aucun parti. Hein. On a dit, ici, c'est très diversifié. Hein. On n'a pas tous les mêmes idées autour de cette table-là. Disons les mêmes défenses de personnes ou de programmes. Mais les relais politiques, on va les interroger sur... il y a eu des manifestations qui ont été faites en France. Malheureusement, non, il n'y en a pas eu. Mais on va envoyer en Meurthe-et-Moselle une lettre à nos élus, notamment en ce qui concerne le projet... Oui. Qui est assez nébuleux pour le moment, mais qui est justement, il paraît très dangereux pour la loi 1905. Et donc, on va envoyer une lettre aux élus pour leur demander de prendre des positions pour la loi 1905. Là, aussi, dans cette lettre-là que Huguette a refait ce week-end, donc on demande l'application de la loi 1905 dans les articles qu'on a déjà cités au début de l'émission. Et aussi la prorogation du concordat, c'est-à-dire qu'elle est égalitaire sur tout le territoire. Le problème, pour en revenir sur la loi d'Alsace-Moselle, c'est que l'amalgame arrange tout le monde. C'est un amalgame que l'on fait. Et le concordat, on peut supprimer sans supprimer les lois sociales. Par contre, moi, je suis pour que les lois sociales d'Alsace soient étendues à tout le territoire français. Hein. Il y a une réponse intéressante. Tout à l'heure, j'ai dit, tu te souviens, que le problème de la laïcité transcendait complètement les courants politiques. Alors, j'ai ici sous les yeux, il se trouve un article de l'Opinion, c'est pas mon journal habituel, et le titre est tout à fait intéressant. Laïcité, : les macronistes proches de la franc-maçonnerie s'organisent pour préserver la loi de 1905. Alors j'allais justement y venir parce qu'il faudrait quand même rappeler à nos auditeurs pourquoi est-ce que l'Opinion titre justement sur la loi de 1905 et pourquoi on en parle aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des déclarations du président de la République qui voulait engager une révision justement de les lois de 1905 et qui inquiète un petit peu tout le monde. Alors ça inquiète du côté des associations qui se sont mobilisées à travers notamment un manifeste de l'appel des 113 pour préserver la loi de 1905. Et également, il y a une inquiétude aussi du côté des religions et des religieux qui, puisque les contours de cette réforme sont encore assez flous. En tout cas, il y a une déclaration du président de la République qui parlait de lien entre l'Église et l'État qui s'est abîmé et qu'il faudrait restaurer. Alors c'est vrai que la déclaration questionne. Et alors comment vous positionnez là-dessus ? Et est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un recul de la part de l'autorité politique sur le thème de la laïcité ? Moi, je voudrais juste préciser, pour terminer là-dessus, oui. C'est pour ça que je citais cet article, parce que c'est des macronistes. Bon, moi j'ai quand même l'impression que on parlait dans le temps des godillots du général, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition, en tout cas ils ne nous y ont pas habitués, les députés LRM. Mais là, on voit que dans le propre parti de Macron, on a effectivement une levée de bouclier, et une levée de bouclier sérieux. Il y a des gens qui disent on ne touche pas à la loi de 1905. Et ça, c'est tout à fait intéressant. On a des gens à droite qui le diront, les gens qui se situent sur l'échiquier politique plutôt à gauche sont à peu près unanimes là-dessus. Donc il y a une véritable opposition qui se structure aujourd'hui. Ça, c'est important. Je voulais préciser que vous avez parlé de l'appel des 113, mais qui a été précédé le 22 novembre, le 21-22 novembre, par un appel commun aussi à plus de 22 associations, dont la Libre Pensée, et dont aussi des francs-maçons, dont des syndicats, des
La Ligue de l'enseignement, la Ligue de l'enseignement. C'est l'initiative de la Ligue de l'enseignement. Non, la Ligue de l'enseignement et les droits de l'homme, et la Ligue des droits de l'homme. Et effectivement, c'est logique, puisque c'est les plus anciennes associations, Libre Pensée, Ligue des droits de l'homme, qui sont à l'origine aussi, et des francs-maçons, sans les oublier, c'est vrai, qui sont à l'origine de cette loi de 1905. Donc voilà, il y a eu 2 communiqués, celui du 22 novembre et puis celui des 113 qui a suivi un mois plus tard. Voilà. Alors, pour revenir sur la question des politiques aujourd'hui et de nos dirigeants actuels, le rapport à la laïcité, comment vous le percevez ? Est-ce que vous constatez un recul ou en tout cas un flou entretenu, peut-être pour des raisons politiques d'ailleurs, hein, plus que une véritable volonté d'y interférer ? Comment vous voyez les choses ? Qui veut se lancer ? On n'a pas pour le moment assez de précision sur vraiment ce que veut faire le gouvernement. C'est un gros problème, ça. On sait qu'il veut faire une sorte de classification des religions. Voilà, il y aura les religions d'État pratiquement, c'est-à-dire les religions celles qui seront reconnues en gros. Reconnues, voilà. Et nous, on ne veut pas rentrer dans ce truc-là parce que pour nous, toutes les religions se valent. La loi de 1905 dit... Il n'y a pas une de bonne, il n'y a pas une de mauvaise. Ils sont toutes mauvaises pour nous de toute façon. La République ne reconnaît aucun culte. Voilà. Donc c'est un gros problème si on veut faire une classification. Et on voit la cible qui est électoraliste. C'est le migrant qui vient du Maghreb, ou le Maghrébin qui est soupçonné d'être un dangereux personnage infréquentable. Et c'est purement électoraliste pour moi. C'est vraiment, on voit déjà ce qui se passe en Europe avec les dégâts que ça provoque au niveau électoral. Autrement dit, la loi de 1905 n'a rien à voir avec ses dérives, enfin ses aspects politiques. Et les aspects politiques veulent instrumentaliser la loi de 1905. Tout à fait. Donc nous, au contraire, on pense qu'il faut la préserver. C'est l'épine dorsale de la démocratie et de la République. Mais après, tout est loisible de discuter entre politiques pour d'autres choses. Parce qu'au-delà des... Oui, allez-y. Non, mais allez-y. Non, la reconnaissance, c'est pas exprimé aussi clairement dans les textes. Oui. Mais quelque part, l'État souhaite avoir les comptes rendus financiers des religions. Et finalement, observer les comptes rendus financiers, c'est un signal de reconnaissance. C'est vrai que c'est très flou, cette définition quand même, sur la reconnaissance des religions, parce qu'on ne peut pas nier qu'il existe dans la société un phénomène religieux. Il serait absurde de le nier. Beaucoup de nos concitoyens sont pratiquants ou croyants ou membres d'une église quelconque. Donc est-ce que le politique peut complètement s'abstraire du phénomène religieux ? Et comment placer cette limite-là ? Parce que c'est vrai que dans la pratique du politique, on a quand même un président de la République qui a été faire un discours devant la conférence des évêques. Il avait tort. Il avait tort. Voilà, mais où placer la limite justement entre dans la non. Est-ce que ça doit être une non reconnaissance totale, donc il n'y a pas de dialogue possible, et à ce moment-là, on aura un problème de gouvernance parce qu'il faut bien dialoguer aussi avec les religions. Ou est-ce qu'il faut complètement C'est un problème de neutralité. Oui. Je pense que c'est important qu'on utilise ce terme-là. C'est pas d'hostilité à l'égard des religions. C'est la neutralité. C'est-à-dire que toutes les religions se valent, mais comme le rappelait Charles-Henri, l'Église chez elle, la République chez elle. C'est pas l'ignorance des religions. Oui. C'est pas l'ignorance des religions. Il y a un ministère des cultes. Bien sûr. Ça pose aussi question d'ailleurs. Est-ce qu'il faut un ministère des cultes pour régir, que l'ordre public soit respecté, il peut y avoir des liaisons. Mais c'est là que le flou se situe. Voilà, l'ambiguïté est là. Est-ce que on doit avoir l'État doit conserver ce dialogue avec les religions au nom de l'ordre public dont il est garant? Ou est-ce que l'État, dans sa fonction, dans son rôle de neutralité, et parce que la loi prévoit une non-reconnaissance des cultes, il doit complètement oublier le phénomène religieux et ne reconnaître que des citoyens parmi les citoyens? Tant que la pratique de la religion ne pose pas de problème d'ordre public, l'État n'a pas à intervenir. Comme dans toutes les associations. Est-ce que l'État contrôle toutes les associations? Est-ce que l'État... Non.
L'Église, c'est une entreprise pour nous. Hein. C'est très macronien, ça. C'est très, très macronien, ça. Oui, non, mais pour moi, on est dans la Startup Nation. Pour nous, la religion, c'est une entreprise qui, elle diffuse des messages et autres, où elle veut organiser la société. Mais nous, elle ne veut pas que les religions organisent la société. C'est pour ça que on demande la neutralité de l'État par rapport aux religions. Les religions n'ont pas à organiser la société. Les religions n'ont pas à intervenir dans, par exemple, la fin de vie, sur le droit de posséder, de faire ce qu'on veut de son corps. Voilà, et c'est ça aussi la neutralité qu'il doit y avoir. Et la religion, elle est dans ces interdits-là. Et nous, on ne veut pas qu'elle intervienne là-dessus. Alors moi, je retiens le terme que vous avez utilisé. L'État reconnaît des citoyens. Oui. Et les citoyens, qu'ils aient une kippa sur la tête ou qu'ils aient un turban, ça n'est pas le problème de l'État. L'État, ça c'est le problème de la maison. À la maison, je mets un turban. Dans la rue, je mets un turban, ça ne dérange personne. Oui. Mais l'État reconnaît le citoyen. Et à partir de ce moment-là, c'est relativement simple. Le citoyen doit respecter les lois de la République dans laquelle il vit. Et là, l'État est là. Tous les composants de la République sont là pour faire respecter ces lois. Point barre. On s'arrête là. Et comme le dit très bien Charles-Henri, il n'est pas question que les religions viennent nous dire comment organiser et comment contrôler, éventuellement, ceux qui ne portent pas. Pour ceux qui ont la kippa, ceux qui ne la portent pas, ceux qui ont le turban, ceux qui ne le portent pas. Ça n'est pas son rôle. Alors, où commence et où s'arrête justement la notion d'ordre public en matière de religion ? Parce que ça aussi, c'est un débat canine. Est-ce que l'espace public doit être lui aussi neutre parce qu'il est espace public ? Ou alors, est-ce que... et puis à quel moment, justement, l'État doit intervenir et dire non, là, il y a un vrai trouble qui s'organise. C'était tout le débat autour, justement, des lois ensuite de 2004 sur le port du voile à l'école, sur le débat sur le port du voile à l'université, etc. etc. Alors, comment vous positionnez ? Ah non, c'est des problèmes tout à fait différents. Je vais laisser... Moi, je voulais juste dire, les processions ont toujours lieu dans l'espace public. Finalement, une manifestation de syndicalistes a aussi le droit d'être dans l'espace public. Simplement, il y a peut-être des précautions à prendre avant, c'est-à-dire la permission de faire la manifestation et ainsi de suite. Mais je crois que c'est du même ordre. Donc, il y a liberté d'exprimer dans une procession sa foi. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure notre ami. À propos et Charles-Henri, à propos des citoyens. Le problème, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Or, les entorses à la loi de 1905, elles ne sont pas récentes. Ça commence avec la loi Fallou, pratiquement. Et la loi Fallou, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle accorde des avantages spécifiques à des gens qui sont des adeptes d'une religion. Et ça, c'est inacceptable. Il faut une loi où tous les citoyens soient égaux, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'école, notre position est claire, c'est école publique, argent public, école privée, argent privé. C'est ça le problème. Quant à la définition de l'espace public, c'est quand même relativement simple. Nous, à la Libre Pensée, nous n'avons jamais protesté sur le port du voile dans l'espace public. C'est un problème. On voit ce problème se promener des soutanes, on n'en voit plus beaucoup maintenant, parce que ça n'est plus la mode, on va dire. Mais donc ça ne nous dérange pas. On serait plus réservé quant au port d'un costume qui voilerait complètement la face et qui ne permettrait pas de Mais là, c'est un problème d'ordre public. Oui, c'est un problème d'ordre public. Il ne faut pas mélanger. Possibilité d'identifier la personne. Absolument, c'est ça. Absolument. Mais c'est relativement clair. Voilà, c'est relativement clair. Quant à l'école, l'école n'est pas un espace public. L'école, c'est l'école de la République. Et il n'est pas... Moi, je dois dire qu'il y a quelques années, j'avais encore des petits-enfants qui étaient à l'école maternelle. Et un jour, l'un de ces petits-enfants est arrivé à la maison en me disant « Oh, mamie, c'est extraordinaire. On a fait un cours avec la maîtresse et chacun a raconté comment il fêtait, comment les fêtes s'organisaient dans sa famille. Alors, il y a des enfants qui ont apporté des gâteaux musulmans, d'autres qui ont apporté des gâteaux juifs et d'autres qui ont apporté des gâteaux de notre région. Et j'ai été extrêmement choquée. J'ai dit à ma petite fille, mais tu savais que tel petit garçon était d'une famille de telle religion et tel autre ne l'était pas ? Elle m'a répondu, non, je ne le savais pas.
Et j'ai pensé là que l'institutrice avait fait une erreur de fond, c'est-à-dire qu'elle avait séparé les enfants. Séparés, elle les avait identifiés par quelque chose qui n'avait pas à apparaître à l'école. Et ça, je dois dire que ça m'avait profondément choquée. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même débat, y compris, alors je me fais l'avocat du diable, hein, parce qu'il faut bien de temps en temps, sur la question justement des ports de signes ostensibles dans les lieux d'enseignement. D'aucuns diront, à ce moment-là, pourront rétorquer, mais la neutralité de l'État concerne les agents publics. Est-ce que les personnes usagères, est-ce que finalement, c'est pas une atteinte à la liberté d'opinion de ne pas accepter le port de signes ostensibles? Je vais vous raconter une anecdote qui concerne les universités. Donc la libre pensée pense qu'un étudiant met la coiffe qu'il veut, ou une étudiante met la coiffe qu'elle veut, etc. Il est majeur. Elle est majeure. Il est majeur. Il y a des lycéens majeurs. De ce point de vue-là, c'est un adulte. Okay. Mais maintenant, on se trouve en réunion. J'ai eu cette occasion-là en tant qu'universitaire, et j'ai eu en face de moi une responsable du syndicat étudiant UNEF qui est venue voiler à cette réunion. Je lui ai demandé très gentiment de retirer son voile. Alors, elle m'a regardé, interloqué. Je lui ai dit, vous savez quel est le sens du voile? Ce n'est pas un sens religieux, c'est un sens sociétal. Vous cachez vos cheveux parce que vous pensez que je vais vous faire la cour à cause de vos cheveux. Donc, vous, en quelque sorte, m'injuriez. Vous pensez que je ne vais pas travailler à la réunion, mais que je suis venu là uniquement pour vous faire la cour. Elle a fort bien compris, elle a retiré son voile, mais à la fin, elle m'a dit, vous savez, j'ai retiré mon voile parce que finalement, vous avez raison, vous ne m'avez pas fait la cour. Mais quelque part, les femmes doivent s'affirmer vis-à-vis des hommes musulmans. Et le voile est une façon de s'affirmer. Vous avez eu de la chance de tomber sur une représentante de l'UNEF qui n'est pas obtus. c'est pas tous les jours hein, à l'université. Je voyais mitigé sur ce point. Moi, je trouve que la libre pensée, le mouvement que nous représentons, contrairement à tout ce que nos détracteurs veulent laisser penser, est d'abord une certaine rigueur, certes, mais très tolérante. C'est pas du tout. La libre pensée, c'est pas une arme de combat contre des gens qui croient. Et vraiment, c'est important de le souligner. Regardez toutes les prises de position de la libre pensée sur le port du voile, sur le burkini, etc., etc. Vous verrez que ça n'est pas du tout une association qui part en guerre sans arrêt contre les religions. Ça n'est pas ça du tout. Simplement, c'est une association qui considère qu'il y a des principes fondamentaux dans la loi de 1905 qu'ils doivent être respectés et même qu'on revienne sur un certain nombre de dérives. Et c'est d'ailleurs le cas de ces politiques dont je parlais tout à l'heure. Il y a un mouvement qui s'organise qui dit mais non seulement on ne touche pas à la loi de 1905, mais en même temps, eh bien, on va revoir, y compris avec une commission sénatoriale, pourquoi pas, les entorses qui sont faites, le financement de certaines écoles, le financement de certains bâtiments, etc., qui n'ont pas lieu d'être, parce que la loi de 1905 est précise là-dessus. Vous avez vu que l'actualité est aussi marquée par des polémiques comme ça qui naissent... alors généralement, ça naît en été. Bon, finalement, l'hiver connaît aussi ses polémiques, visiblement, autour du port de certains vêtements considérés comme une atteinte. Alors certains emploient justement l'argument de la laïcité, d'autres emploient l'argument de l'égalité homme-femme. Comment vous situez la chose? Est-ce que pour vous, tous ces débats n'ont rien à voir avec la laïcité, on est sur autre chose? Ou est-ce qu'il y a quand même ce rapport? Est-ce que finalement ça ne traduit pas, parce qu'au-delà de ces questions épisodiques, un vrai problème dans la société française vis-à-vis du phénomène religieux? Et la naissance de ces polémiques systématiques et récurrentes, finalement, nous montre qu'on n'est pas encore tout à fait à l'aise avec la question religieuse et pas d'accord sur la question religieuse. Et que ce combat entre l'effacement de la religion et la liberté individuelle n'est pas encore tout à fait acquise. Tu faisais allusion à l'histoire, on avait commencé à en parler un peu tout à l'heure. Je pense que les Français, les citoyens français, s'ils connaissent un peu l'histoire, ils ont quand même des raisons très particulières d'être prudents là-dessus et d'être sur leur garde, parce que c'est un combat de tous les jours. Regarde ce qui s'est passé en 1848, par exemple. On a des journées révolutionnaires. D'ailleurs, pour une fois, l'Église prend parti pour les révolutionnaires. C'est extraordinaire. Dès 1850,
c'est un retour de bâton. Et pendant toute la première partie du Second Empire, l'empire autoritaire, l'Église va profiter, va abuser de façon considérable de tous les pouvoirs qu'on leur donne. C'est le curé qui décide de ce que doit dire l'instit, c'est le curé qui dit « toi, tu emmèneras les gosses au catéchisme, etc. » À chaque fois qu'on laisse la bride sur le cou aux religions, à chaque fois, c'est la même chose. Ils reviennent sans arrêt sur les libertés fondamentales. Et quand on connaît un peu l'histoire, on a en face de nous une religion qui, en plus, passe son temps à nous donner des leçons de morale. Bon sang qu'on examine un peu l'histoire. Et d'ailleurs, il y a des phénomènes récents qui nous rappellent qu'ils sont très mal placés pour ça. Tout à fait. Bon, alors tu aurais dû faire de la politique, Jean-Claude, parce que tu as l'art de répondre aux questions qui n'en sont pas, que je n'ai pas posées, mais les réponses sont toujours très intéressantes, mais la question n'était pas celle-là. Oui, mais ça concernait le port des vêtements en été, comme le burkini. Alors maintenant, c'est Décathlon. On va dire qu'on répète toujours la même chose. Dans l'espace public, la plage, on s'habille comme on veut. Si on voit une personne sortir en scaphandrier de la mer, elle est aussi... on ne peut même plus la reconnaître. Est-ce qu'on va l'embêter parce qu'il porte un scaphandrier ou une tenue de plongée? Non. Moi, je place les femmes qui se donnent à ce jeu-là, qui est plutôt de la provocation, pour moi. Après, s'il y a aussi des gens qui ont des problèmes avec le soleil... Ne soyons pas naïfs, le débat il porte essentiellement parce qu'aujourd'hui il y a toute une question autour de la montée d'une radicalité au sein de l'islam notamment, et que le débat porte là-dessus et qui crispe la société autour de ces questions-là, et que chaque pratique de ce genre est vécue par une partie de la population comme une poussée culturelle, ou en tout cas pour imposer un certain modèle, notamment de la femme, et aussi une poussée de la religion, d'une certaine religion dans la société, dans la visibilité qu'elle se donne. Alors justement, le débat tourne autour de ça. Est-ce qu'il faut laisser faire au nom de la liberté individuelle, ou est-ce qu'il est normal que cette question fasse polémique et que l'État doive intervenir? Le problème, c'est la manipulation politique, c'est clair. C'est vrai que la radicalité religieuse... de certains musulmans, parce que ça reste minoritaire, ça frappe les esprits. On ne peut pas rester insensible au massacre qu'il y a déjà eu, de Charlie Hebdo, en passant par... Sur les pays musulmans. Non, la salle de spectacle en France, ça m'échappe. Voilà, on ne peut pas rester, mais on ne peut pas non plus... Oui, le Bataclan, voilà. Et on ne peut pas rester insensible à ça, bien sûr, mais on ne peut pas non plus attribuer ça à la religion musulmane. Moi, j'attribue ça à... Mais c'est le problème d'amalgame des politiques, ça. C'est qu'il veut dire que dans chaque musulman, chaque barbu... il y a un terroriste, non, c'est pas vrai, c'est ça. Alors, si on veut approfondir la question, elle est quand même d'ordre plus lointaine, elle est d'ordre colonial, elle est d'ordre économique. Quand vous avez une population en France qui est parquée, on est bien placé ici pour le savoir, qui a un taux de chômage faramineux, les gosses qui ne se sentent ni français ni arabes, mais qui se cherchent un peu, ils se donnent un peu... ce problème identitaire qui peuvent se faire manipuler malheureusement par certains extrémistes existent, c'est vrai, on ne peut pas le nier quand même, il ne faut pas non plus se cacher un petit doigt. Mais le problème, c'est la manipulation et l'instrumentalisation qui est en fait par tous les politiques. On a vu Salvini en Italie, on a aussi le Rassemblement national, ex-Front National, qui manipule là-dessus. C'est vraiment... Oui, après, tous les migrants ne sont pas des extrémistes. Voilà. Non, mais sans forcément aller sur une position d'exclusion ou d'aller vers les extrêmes. Mais c'est vrai que le politique est obligé de réagir à ce qui façonne aussi l'actualité et la société telle qu'elle est. Et c'est justement ça la question. À un moment donné, comment doit réagir le politique ou le responsable politique face à un phénomène religieux qui fait débat? Est-ce qu'au nom de la laïcité, il doit l'ignorer? Ou est-ce qu'il doit intervenir? Et s'il intervient, est-ce que c'est une violation de la liberté individuelle, Est-ce que c'est une atteinte à cette séparation du religieux et de l'État? Voilà, c'est tout ça. S'il se positionne strictement dans le cadre de la loi de 1905, la réponse est claire. Ce qu'on demande d'ailleurs, nous, on demande l'application stricte de la loi de 1905. Et là, c'est un cas, on parlait tout à l'heure de ça, c'est de la régulation qu'il s'agit. L'État, c'est un régulateur là-dessus. Il n'a pas à intervenir dans les affaires religieuses, par exemple, mais il est là pour assurer l'application de la loi. Et c'est ce qu'on demande, nous.
Il faut faire la différence entre l'islam politique et l'islam en tant que religion. Je crois que tout le problème est là. Et c'est d'ailleurs tout le débat aussi qui est né autour de la question de la formation des imams. Comment vous positionnez là-dessus? Parce qu'au nom... en tout cas certains responsables politiques, au nom de l'ordre public, voudraient intervenir sur ce champ-là. Le débat existe aussi. Comment vous vous positionnez? Alors, la formation des imams, comme la formation des curés, c'est le problème des religions, c'est le problème des pratiquants. L'État n'a pas intervenu à ce niveau-là. Et puis, quand on déplore l'arrivée d'imams qui viennent de l'étranger, est-ce qu'on déplore l'Église catholique de faire venir des prêtres d'Afrique? J'ai lu dernièrement un article dans l'Est républicain sur un appel au denier du culte. Je ne fais pas de publicité, mais bon. Il est noté le nombre de prêtres en exercice et tout ça. Et sur la Nancy, il y a pratiquement, le diocèse de Nancy et Toul, il y a plus d'une dizaine de prêtres qui viennent d'Afrique. Donc, est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'ils aiment bien les petits-enfants ou leurs femmes voilà. Est-ce que les imams sont bien formés? Le problème en France, c'est qu'il y a la formation, il y a l'université de Strasbourg, il y a des formations, à l'université de Metz, il y a des formations déjà qui sont payées par qui sont déjà en contradiction avec la loi 1905. Il pourra peut-être nous en parler plus savamment, ce problème à l'université de Lorraine. Metz s'est convaincu qu'il était peut-être sur un territoire concordataire, mais que l'université était une université d'État. Et il n'y a plus les formations des curés qui se faisaient à Metz. Par contre, Strasbourg n'a encore pas viré sa cutie. Il faut dire que l'université de Strasbourg est dans une situation très particulière. Puisqu'elle a actuellement un président d'université. Le président d'université est prêtre. Est un prêtre. Oui. Ce qui, à la libre pensée, nous a posé un problème. Oui. J'ai fait beaucoup de mails à moi qui étais un jour président d'université, à mon nouveau collègue, en lui demandant de défroquer. Je ne conteste pas sa valeur intellectuelle pour diriger une université, mais je conteste qu'il... Il y a un mélange des genres. Il obéit au pape, quoi. C'est vrai. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est la question du blasphème. Aujourd'hui... Oui. J'allais dire que c'est dépassé. Mais non, c'est pas si dépassé que ça, justement. Et c'est bien le problème. C'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on se restreint d'attaquer les religions, de se moquer des religions parce qu'il y aurait une certaine pression, peur aussi de se moquer, d'attaquer. Est-ce que vous le ressentez? Au point que d'ailleurs, un certain nombre d'intellectuels se sont sentis obligés de publier des tribunes, de publier des livres pour revenir sur ce principe-là et rappeler notamment auprès des jeunes que le droit au blasphème est un droit et qu'il n'a pas à être contesté, qu'il est normal que les religions puissent faire l'objet de caricatures, de moqueries, de contestations. Alors, comment est-ce que vous voyez la situation aujourd'hui en France sur la question du blasphème et surtout comment sensibiliser les jeunes générations à cette question-là qui, malheureusement, place aujourd'hui la religion parfois au-dessus des lois de la République? Quand même, j'ai autour de moi, je suis entouré de professeurs. Professeur, ne me dites pas que vous n'avez pas une idée sur la question. Mais vous avez dit déjà ce que l'on pense tous, quoi. Mais moi je pensais surtout sur comment faire ce travail de pédagogie auprès des jeunes générations. Comment les toucher, justement? C'est vrai que peut-être qu'il y a 20 ans, ce travail-là était peu ou prou abordé par les humoristes. On dit que maintenant, enfin c'est ce qu'on dit, les humoristes maintenant n'osent plus faire ou n'osent plus dire ce que disaient les humoristes il y a 20 ans, ou il y a un peu plus. Et peut-être que c'était à ce niveau-là que se faisait finalement la formation des jeunes esprits. On pouvait dire, je vais dire n'importe quoi, c'est peut-être un peu trivial, mais disons des choses même très outrées. Et c'est effectivement quelque chose qui ne se fait plus. Alors disons que c'est la société, c'est un mouvement de la société. Moi, j'avoue que je suis peut-être comme toutes les grands-mères. Quelquefois, quand j'entends mes petits-enfants, qui sont déjà grands maintenant, dire certaines choses, je fais « Oh !» Même si je n'interviens pas de façon brutale ou... Directe. Oui, mais bon. ce qui est, alors pour le voir, dans certains, en travaillant en milieu scolaire,
Ce qui pouvait choquer avant, ce qui relevait du conflit de génération, finalement. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une inversion, que les personnes un peu plus âgées ou qui ont connu les mouvements de libération de la pensée, le 68, toutes ces années-là, aujourd'hui se confrontent à une génération plus jeune qui revient des mouvements plus conservateurs. Et on a une espèce de retour de balancier, d'inverse, dans une grande partie de la jeunesse. Alors, et quelle que soit d'ailleurs cette jeunesse, on le voit dans les milieux catholiques, dans d'autres religions aussi, une espèce de retour à certaines valeurs conservatrices qui finalement revient sur certaines libertés qu'on croyait acquises et qui mènent le combat, de plus en plus vigoureusement. Moi, je crois qu'il faut se méfier de ça, parce que le retour du religieux dont on parle, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais c'est un phénomène qui est lié aussi aux réseaux sociaux en ce moment. Il faut être clair. Est-ce que la pratique religieuse repart en flèche ? On sait très bien que ça n'est pas le cas. Les églises, d'ailleurs, ont perdu largement, très largement, de leur influence. Moi, personnellement, j'en suis plutôt satisfait. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec le mariage pour tous, avec les problèmes de l'euthanasie qu'évoquait en filigrane tout à l'heure notre ami Charles-Henri. Eh bien, je pense qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre, très minoritaire, de religieux qui sont vraiment des jusqu'au-boutistes. Et, alors, on n'entend qu'eux, bien sûr, on n'entend pas la masse. Moi, je suis convaincu, par exemple, en ce qui concerne la loi de 1905, qu'il y a une très forte majorité de gens qui ne souhaitent pas qu'on revienne sur la loi de 1905. Il y a bien sûr quelques religieux qui échauffent les esprits, et ça, c'est un peu pénible, ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on doit, nous mettre un peu sur ce chemin-là et dire, arrêtez, ne dites pas n'importe quoi. Et moi, ce que je trouve effrayant, même si c'est effectivement une question minoritaire, que cette opposition vienne d'une bonne partie de la jeunesse. C'est ça qui est le plus étonnant dans ces mouvements-là. Les mouvements contre le mariage pour tous étaient quand même assez jeunes. Honnêtement, si. Moi, je crois pas, moi, mais bon, vous y étiez. Non, j'étais en face, moi. Mais quand je suis allé sur la place Stanislas, il y avait une manifestation de ces gens-là. Je dois dire que j'ai vu 2 ou 3 jeunes et il y avait 50 personnes âgées. Enfin, âgées, disons, à partir de 45-50 ans. Nous n'avons pas été aux mêmes horaires, alors. Ouais. Bon, je me trompe peut-être, mais c'était un phénomène qui m'interpellait. Le problème... Juste une petite anecdote. Je pense que quand on parle, moi je parle avec des dames musulmanes, avec qui je discute librement, parce qu'on a d'autres relations, des trucs comme ça, eh bien, elles acceptent, enfin j'en vois une qui accepte très bien que, par exemple, je ne crois pas en Dieu, et alors elle se met le voile parce qu'elle a fait un vœu, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment, au niveau individuel, on peut vraiment parler librement avec des musulmans. Bien sûr. Heureusement. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Ben oui, donc je pense que... Et j'ai aussi constaté, dans une réunion politique, enfin, que des musulmans demandaient l'application de la loi de 1905. Tout à fait, exactement. Donc, et c'est vrai, il ne faut pas généraliser hâtivement. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on laisse peu la parole à ces associations, et je pense notamment à des associations de femmes qui s'étaient organisées dans un certain nombre de quartiers, qui revendiquaient justement la défense de la laïcité, et on les salue et on leur laissera la parole d'ailleurs sur cette antenne. Tu parlais d'ambiguïté tout à l'heure. Il y en a une énorme entre foi et religion. Il y a des gens qui sont vraiment qui croient en Dieu fermement, et c'est leur liberté, mais c'est des gens qui récusent l'Église telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. C'est pas la même chose. On peut avoir la foi et on peut aussi dire, on peut être chrétien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut être chrétien et libre penseur, bien sûr. On peut être musulman et libre penseur. C'est pas du tout quelque chose qui s'oppose. On n'est pas obligé d'être athée. Ben voilà. Exactement. Pour en revenir à la modification envisagée, il y a aussi de la part de nos politiques, et notamment du grand chef, une ambiguïté qui est énorme. C'est-à-dire qu'on reçoit d'abord les autorités religieuses pour changer la loi 1905 avant d'inviter les organisations laïques. Et ils sont nombreuses, il y en a presque une trentaine en France. Donc il y a aussi là un problème énorme. On convoque les religieux pour savoir ce qu'ils veulent faire de la loi 1905. Où on va, là ? Où on va ? C'est un gros problème, ça.
C'est le problème d'un président Alors, qui se prend lui-même pour Dieu. Pour en revenir à la caricature, parce que le blasphème, on peut aussi dire à la caricature. Hein, c'est ça, les dessins, il y a aussi la parole et le blasphème. Il faut savoir quand même que la loi de le blasphème est toujours en vigueur normalement dans les lois d'Alsace-Moselle. En France, on risque plus le bûcher, heureusement, mais enfin, je ne sais pas. Non, ça a été. Ils sont revenus dessus. Pour l'Alsace-Moselle, c'est relativement récent, mais ils étaient. Mais il y a quand même en France une censure. On la voit, il y a des censures. Il y a certaines religions, plus elles sont concentrées, plus elles se radicalisent. Et il y a une censure, l'autocensure qui fait pour ne pas heurter la sensibilité. On ne peut pas toucher la poêle, la barbe d'un rabbin sans se faire traiter d'antisioniste. D'antisémite, pardon. Faut pas confondre les deux. Exact. J'ai fourché là. Mais on peut pas maintenant critiquer la religion musulmane sans risquer de taxer l'islamophobie. Et c'est quand même, il y a quand même un écrivain célèbre qui a été obligé de se cacher pendant des années et des années. Salman Rushdie. Donc, alors dans les journalistes et dans les politiques, il y a quand même des gens qui s'autocensurent là-dessus. Par contre, c'est vrai que les catholiques, pour nous, c'est plus facile. On en vient. Hein. Moi, je me suis fait débaptiser, alors on peut y aller. Hein. C'est vrai qu'on y fait quand même des choses. On peut critiquer les religieux. On risque pas. Ce qui est quand même malheureux, pour des dessins, quand même, il y a eu un massacre horrible. C'est vrai que ça, c'est quand même. Mais c'est bien là-dessus que je voulais venir en parlant de blasphème et justement de cette censure, de cette autocensure. C'est cette peur d'être taxé. Et bon, moi, j'y vois aussi peut-être un effet de ces associations qui sont promptes à toujours dénoncer, alors que ce soit effectivement sur... tout devient antisémitisme, tout devient islamophobie. Il y avait Sharp qui avait sorti un très bon livre là-dessus sur ne pas confondre ce qui relève de l'islamophobie et de l'anti-musulman. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de s'attaquer à une religion, d'en dénoncer les abus, de la moquer, que de s'attaquer aux personnes croyantes. Et je pense que c'est ça qu'il faut rappeler et de ne pas faire cet amalgame-là. Voilà, alors je voulais peut-être faire un petit dernier tour de table parce que je sens que je tends le générique de fin qui se met déjà en route. Peut-être un dernier mot ? Moi, un dernier mot sur un point, c'est les ambiguïtés. Le rôle de la libre pensée, c'est aussi d'éviter les amalgames. Je vois, par exemple, je suis très inquiet, moi, tu parlais tout à l'heure d'antisémitisme, qu'on lutte contre l'antisémitisme, on est les premiers à le faire. Bien sûr. Mais quand on mélange antisémitisme, par exemple, et antisionisme, là, on n'est plus du tout cohérent. On a le droit d'être antisioniste sans être antisémite, il faut être très clair là-dessus. Et le rôle... l'inverse que tu Non, on a le droit d'être antisioniste et sans être antisémite. Moi, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Et je pense que ça, c'est aussi le rôle des associations comme la Libre Pensée, de favoriser le débat là-dessus pour qu'il n'y ait pas ces ambiguïtés qui viennent fausser complètement les esprits des gens. Tout à fait. Eh bien, ce sera le mot de la fin, parce que là, je pense qu'on se dépasse le temps imparti. Une heure, ça passe toujours trop vite. Il y aura encore plein de questions, évidemment. J'espère que, on vous retrouvera pour aller plus en avant. Peut-être quand la loi passera ou ne passera pas, ou on verra comment nous traiterons cette actualité. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion autour de la laïcité, de la libre pensée. Ça permet de faire connaître cette association qui finalement est peut-être peu connue du grand public, mais qui mérite d'être signalée. C'est vrai que c'est un bel espace aussi de débat et de tolérance, de rappeler ce qu'est la laïcité. Comment contacter la libre pensée? Oui, c'est peut-être le moment. Alors, sur un site internet, lp54@ouvaton.org. Très bien. Eh bien, à vos claviers. la cotisation est moins chère pour les étudiants. Pour les jeunes, il y a une cotisation de 15 €. Pour les adultes, les personnes qui ont les moyens, c'est plus cher. Oui, je ne sais plus exactement. La trésorière va nous le dire. Je pense que c'est 79,50. Bon, on peut payer en plusieurs fois. Qu'on ait ou non la carte senior. Mais la carte senior ne fonctionne pas. En tout cas, merci Pierre de nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Moi, je vous retrouve tous la semaine prochaine pour une heure d'émission. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de la radio au www.rcn-radio.org, mais également sur tous les différents supports, réseaux sociaux, YouTube, puisque cette émission est filmée. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager et à diffuser cette émission. Merci à tous, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.